Ah, mais merci. N'hésitez pas à prendre des notes pour poser des questions aussi après. Bah, écoutez, on va commencer la table ronde avec les professionnels. Je vous invite évidemment à les applaudir. Comme ça, ceux qui sont en haut se demandent, mais pourquoi est-ce qu'ils applaudissent? Alors, donc, on est avec nos trois professionnels et donc vous connaissez le fonctionnement, une petite présentation d'une ou deux minutes par personne. Donc, toi, Aurélie, qui es-tu? Alors bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend. Sur le menton. Écho, écho. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans et je suis ce qu'on appelle un cas atypique, mais je l'assume totalement. Donc je vais vous raconter mon parcours très rapidement parce qu'on n'a que 2 minutes. J'ai toujours voulu faire tout ce qui est scénographie, architecture ou quelque chose comme ça, ou tout ce qui est jeux vidéo. Donc j'ai commencé par faire un bac art appliqué. Et finalement, je n'ai pas poursuivi dans cette voie-là, ça ne m'a pas convaincu spécialement. Les écoles étaient très chères ensuite sur Paris. Donc, ma deuxième passion, c'était aussi l'espagnol. Donc, je suis allée jusqu'au master. J'ai passé un CAPES et j'ai commencé à enseigner l'espagnol en France. Et rapidement, je commençais un petit peu à m'ennuyer. J'ai adoré l'éducation nationale, c'est pas un problème, mais j'ai voulu partir dans le pays, plus que la langue, découvrir un peu plus la culture, parce que c'est aussi mes racines. Et finalement, je me suis retrouvée à enseigner le français en Espagne, comme ça, pendant quelques années. Ça m'a beaucoup plu aussi, mais il me manquait toujours ce côté créatif. Enfin, moi, je suis une bombe de créativité, que ce soit en cuisine, que ce soit en dessin, que ce soit en peinture, en gravure, etc. J'avais besoin d'exprimer ça, et dans l'enseignement, ça me manquait terriblement, à part les cours un petit peu fun. Donc, à côté, j'ai recommencé des études d'art, mais j'ai fait BTS illustration graphisme. Et peu à peu, j'ai lâché l'enseignement comme ça, un petit peu osé, pour me mettre à mon compte dans le graphisme. J'ai exercé comme ça pendant 7 ans en Espagne en tant que graphiste freelance. Du coup, c'est là que j'ai commencé à côtoyer des devs, tout ce qui était jeux, animation, etc., etc. Et bah forcément, j'ai commencé aussi à vouloir coder parce que faire des décors de jeux vidéo, c'était très bien. Faire des interfaces ou des maquettes pour du web, c'était très bien, mais je voulais aussi aller plus loin, compléter tout ça. Donc, j'ai commencé un petit peu en autodidacte, mais juste pour le kiff, comme on dit, mais sans vouloir en faire mon métier, parce que je pensais que j'avais déjà trop de retard. Je n'avais pas fait le cursus linéaire, du coup, j'avais laissé tomber l'idée de me mettre en tant que développeuse. J'ai dû rentrer en France pour un problème de santé, et pendant 1 an, j'ai pas trouvé d'emploi. J'ai essayé d'emploi dans le développement. J'ai essayé de me former, j'ai rien trouvé, à part une formation d'1 mois et demi, introduction au code SASAQeuse avec Simplon, 100% femmes. Et grâce à ça, après, on nous a présenté aussi l'école IA Microsoft à Strasbourg. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée. Et là, j'ai fini, il y a 1 mois et demi, j'ai fini la formation de 19 mois. Voilà, donc 7 mois de formation et 1 an d'alternance. Et actuellement, j'ai le plaisir de travailler comme développeuse en intelligence artificielle pour Enigma, une entreprise qui fait la détection de fraude sur paiement bancaire, transactions bancaires, casino, enfin plusieurs types de clients. Donc voilà un petit peu mon cursus. Actuellement, j'en dis pas plus pour l'instant. Oui. Merci à toi, Aurélie. Ça a été speed, hein. Ouais. Et donc, toi, Amel, qui es-tu? Alors, moi, c'est Amel, j'ai 25 ans. Je suis issue d'une formation littéraire, donc rien à voir avec les sciences ou l'informatique. Après ça, je voulais faire du graphisme. On m'a fait comprendre au lycée que ce n'était pas possible avec mon profil, que j'aurais dû faire une spécialité à appliquer ou quelque chose dans le genre. Donc, du coup, je me suis dirigée vers mon second choix, le droit. Et de là, j'ai commencé le décrochage scolaire. Ça a commencé par une fac de droit, ensuite un IUT Infocom, ensuite une école de graphisme. Je tenais approximativement entre 1 jour et 3 mois dans toutes mes formations, jusqu'à arriver du coup à la Web Academy. Je fais partie de la première promo de la Web Academy à Strasbourg. On a travaillé en partenariat avec Numérique Emploi Grand Est, dont on a parlé tout à l'heure. Grâce à eux, du coup, on a pu avoir une alternance tout de suite dès la deuxième année. Donc, j'ai fait ma deuxième année d'alternance chez Sphère, une ESN qui est assez connue au niveau de la région Grand Est. Ensuite, j'ai voulu continuer mes études à Epitech. Du coup, j'ai intégré le pré-MSC. Pareil, toujours en alternance chez General Electric Healthcare dans l'e-santé.
Et du coup, enfin, je suis partie sur le MSc d'Epitech en me spécialisant dans la transformation digitale. Et ça fait 2 ans que je suis alternante chez Lidl en tant que chef de projet retail. Et du coup, je serai diplômée dans 1 mois et demi. Et j'ai déjà mon CDI qui est signé. Voilà. Super, merci. Et toi, Bushra, quel est ton parcours? Alors, moi, mon parcours, du coup, il est vachement plus linéaire. J'ai fait un bac S, ensuite 2 ans de prépa. Après, au bout des concours, j'ai intégré une école d'ingénieur en informatique, l'ENSISA à Mulhouse. Puis, j'ai effectué mon stage de fin d'études chez Versus Mine et où j'ai été ensuite directement prise à l'embauche en CDI. Je sais que c'est un peu plus court. Voilà. Bah, merci à toi. Merci aussi à Versus Mind qui emploie beaucoup de personnes. Alors, Aurélie, je reviens sur toi, puisque aujourd'hui, tu travailles dans l'IA. Qu'est-ce qui, voilà, et tu nous as parlé un petit peu de ton parcours qu'on peut qualifier d'atypique ou de chaotique en fonction du point de vue. Je préfère atypique quand même. Atypique, oui. Qu'est-ce qui, au final, t'a donné cette envie d'aller travailler dans l'IA par rapport justement à tout ce que tu as vécu? Justement, je pense que c'est toutes mes expériences passées où, à travers les différents métiers que j'ai pu exercer, j'ai pu identifier certains besoins qui n'étaient pas résolus ou qui restaient comme ça en attente. C'était assez pénible dans l'enseignement, justement, les supports, les moyens, les matériels, etc. La manière d'apprendre aussi, parce que les enfants n'ont pas tous le même profil, etc., ne vont pas tous à la même vitesse. Il n'y a rien pour les 10 ou très peu, et rien non plus pour les surdoués. Donc, nous, on se retrouvait comme ça à attendre, enfin voilà, des choses comme ça. Après, dans le graphisme, c'est pareil. Tout ce qui me plaisait, c'était aussi les logiciels. Ce qui est Photoshop, tout ce qu'on voit aussi maintenant sur Instagram, tous les filtres, etc. Ben, derrière toutes ces petites applications, quelque part, il y a de l'IA. On vit avec de l'IA au quotidien et on ne s'en rend pas forcément compte. Et moi, je passe ma vie à expliquer en fait un peu ce que c'est l'IA, parce que les gens voient ça comme le film de Will Smith, des robots pensants. Mais finalement, l'IA n'est pas une menace, l'IA veut votre bien. Donc, vous l'utilisez tous les jours au quotidien, ça vous facilite la vie. Et moi, ce qui m'a motivée, c'était de créer des outils comme ça, discrets, mais pour faciliter la vie des gens en fait, au quotidien. Donc, là, je suis dans la fraude, mais rien ne m'empêche après de travailler pour l'éducation ou autre. Je précise qu'elle travaille contre la fraude. Hein. Ce n'est pas une fraudeuse. Non. Je ne suis pas encore dans le darknet. Tout va bien. Et ben merci à toi. Et toi, Amel, toi aussi, tu nous as expliqué que tu avais eu un parcours atypique. Justement, donc voilà, tu pouvais rester un jour, entre 1 jour et 3 mois, de ce que j'ai compris. Donc, ça veut dire que tu as, on va dire, vécu plusieurs parcours différents en très peu de temps. Au final, qu'est-ce qui fait que ce parcours dans le numérique t'a plus plu que le droit ou les autres parcours que tu as pu avoir? C'est quoi au final la chose qui t'a convaincu de travailler là-dedans? Ben, outre le fait que ce soit le numérique qui est un domaine qui m'a toujours intéressé de près ou de loin, moi, ce qui m'a vraiment aidé à arrêter, entre guillemets, le décrochage scolaire, c'est la pédagogie de mon école. On travaille par projet. Et c'est maintenant, avec le recul, pour terminer mes études, je me rends compte en fait qu'on reproduit ce que je fais actuellement en entreprise. On nous donne un projet, ensuite on doit apprendre par nous-mêmes, on doit le mettre en place. On n'est pas, c'est pas des cours standards dans un amphithéâtre, on est assis, on écoute quelqu'un nous parler, on est plus ou moins confronté au réel. Et à côté de ça, j'ai aussi eu l'opportunité, la chance de faire de l'alternance. Et je pense que c'est ces deux leviers qui m'ont aidé moi, à sortir du décrochage scolaire et couplé du coup au numérique qui m'a toujours passionnée. Merci. Et toi, Bushra, alors actuellement, tu es en CDI, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Et donc, c'est quoi un petit peu justement ton quotidien maintenant que tu es salarié? C'est quoi ce que tu fais, ta journée type ou ta semaine type? C'est quoi un petit peu les missions que tu remplis? Alors, ça dépend quand même des projets. Souvent, j'ai travaillé sur plusieurs projets, mi-long cours quand même, mais souvent aussi super intéressant. Et ma journée type, c'est quand même, il y a toujours un délit en début de journée. C'est une réunion où on se retrouve avec le chef de projet, les autres développeurs du projet.
Et on met au point tout ce qu'on a effectué. Si on a des problèmes, on discute aussi comment le projet évolue. Ensuite, le reste de la journée, c'est quand même beaucoup de dev. Après, il peut arriver aussi qu'on ait dans la semaine une réunion avec le client pour qu'on le tienne au courant de ce qui a été effectué aussi. Il y a aussi des fois où, sur certains projets, on fait des démos quand ça fonctionne, quand c'est un projet un peu long ou quand ils veulent un rendu visuel et tout de ce qu'ils ont fait. Donc, ça arrive qu'on se déplace également, soit chez le client, soit eux viennent vers nous. Donc, voilà. Mais en grosse partie, oui, c'est du dev. Donc, mais quand je dis dev, c'est pas de 8h à 18h, on tape des lignes de code, c'est impossible. Hein. Il y a sûrement des fois où on est un peu, bloqué et puis du coup, soit on patauge, soit on discute avec ses collègues pour peut-être qu'ils aient un meilleur point de vue, la technique du canard, ce genre de choses. C'est quoi la technique du canard? Pour qui ne connaît pas la technique du canard? Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont levé la main, qui sont plus nombreuses que ceux qui n'ont pas levé la main. En gros, le canard, qui est un peu le logo de Versus Mind, je ne fais pas du tout de la pub, c'est lorsqu'on se retrouve à un problème, un bug dans notre code et que du coup, on a un canard auquel on pose la question, on reformule notre problème. Et en fait, c'est en reformulant correctement notre pensée, notre problème, qu'on arrive à tout bêtement restructurer et trouver une solution ou la solution possible. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Ou... okay. Ça va, vous avez compris le canard? C'est le canard psychologique qui nous aide, en fait, notre ami. Ben, merci à toi. Alors là c'est une question pour toutes les trois. Maintenant, avec tout l'expérience à la fois professionnelle et votre parcours typique ou atypique que vous avez eu, ce serait quoi comment est-ce que vous réussiriez, comment est-ce que vous essaieriez de convaincre des personnes qui sont au lycée ou en début de carrière universitaire, peut-être de se lancer dans le numérique et de se lancer sur les mêmes parcours que vous, toi, Amel. Si tu devais parler à petite Amel il y a 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ce que tu fais maintenant? La petite Amel, au final, c'est plus ou moins ce que j'ai fait avec ma petite sœur qui veut du coup faire exactement la même chose que moi, mais elle plus orientée vers la cybersécurité. Je lui dirais que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers porteurs, que c'est pas parce qu'elle a des difficultés dans une ou une autre matière qu'elle ne peut pas le faire. Moi, typiquement, contrairement à beaucoup de personnes qui ont parlé aujourd'hui, j'ai jamais vraiment aimé les sciences. J'ai toujours été nulle en maths et pourtant, je me retrouve dans le numérique. C'est un domaine dans lequel il y a énormément de métiers. C'est un domaine dans lequel aussi on peut énormément passer d'un métier à un autre en très peu de temps. Moi, à la base, je faisais vraiment que du développement et du jour au lendemain, je suis passée chef de projet, sans même passer par assistant, chef de projet. Ça a vraiment été une transition en à peine quelques jours. C'est des métiers où les choses vont très vite, où on a énormément de possibilités et on peut faire de très, très belles carrières, surtout quand on est une femme. Bushra, Aurélie Merci. Moi, je trouve que tu as très, très bien résumé. C'était un peu les arguments que j'avais aussi. Si je devais me reparler à moi à l'époque, ce serait un petit peu de me dire tente, fonce et n'écoute pas tous ces clichés où il n'y a que des garçons, où il faut être un super matheux pour coder. Maintenant, je me retrouve en intelligence artificielle, je fais des maths appliquées alors que j'ai 8 au bac. Tout dépendait du chapitre, finalement, des mathématiques. Certains chapitres m'intéressaient, d'autres non. Moi, c'est toujours radical. Donc, comme quoi, il ne faut pas s'arrêter. C'est parce qu'on n'a pas cette connaissance, cette compétence à un tel instant T qu'on ne peut pas l'acquérir par la suite. Il faut juste faire confiance. Et au lieu d'écouter les clichés, il faut juste aller pousser les portes, aller parler avec des professionnels comme aujourd'hui, par exemple, poser toutes ces questions pour voir si vraiment c'est un métier qui pourrait vous plaire et démystifier un petit peu tout ça. Merci. Et toi, Bushra, toi qui as le profil typique, qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune?
Le profil typique, moi, ouais. Du coup, plus jeune, continue dans les sciences. Pour le coup, j'ai aimé les maths, j'ai aimé les sciences en général. Après, c'est pas parce qu'on n'aime pas les maths qu'on peut pas faire d'informatique. Clairement, ça dépend le niveau. Après, parce que je pense qu'en machine learning, tout ça, il faut vachement être bon en maths. Voilà, tu vois. Donc, il y a des domaines en informatique où il faut être très bon en maths, mais c'est pas une nécessité absolue. Après, ça vient avec. Et du coup, oui, comme j'ai le profil typique, je pense que j'ai continué juste sur la voie. C'est comme ça. Super. Et donc, même question que dans les autres groupes. En 2050, est-ce que vous vous voyez toujours dans le domaine du numérique? Est-ce que tu t'imagines avoir créé Turing après Enigma comment est-ce que vous vous imaginez dans 20, 30 ans voilà, est-ce que vous êtes toujours salarié? Vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Vous êtes toujours dans le numérique? Vous avez changé peut-être de métier? Non, je pense que je vais arrêter les reconversions. C'est ma deuxième. Je me suis trouvée dans le numérique justement pour ce côté curiosité ou créativité, la liberté aussi que ce métier m'apporte, le côté innovation qui me plaît beaucoup. Donc, moi, j'ai besoin de regarder vers le futur. Donc, je pense que je continuerai à créer des petites choses avec mes petits moyens, mais dans l'IA, avec l'IA. Et voilà, je pense qu'en 2050, je serai en train encore de coder et d'aimer encore plus les maths. Voilà. Super. Et toi, Amel, que te dirait mamie Amel à Amel aujourd'hui? Elle me dirait sûrement de continuer, de rien lâcher. Moi, la chose qui m'anime et ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'atteindre des postes à très haute responsabilité, de dépasser ce fameux plafond de verre qu'on est censé toucher quand on est une femme. C'est surtout ça. Après, toujours dans le numérique, en tout cas, je pense, vu que ça touche un peu tous les domaines. Je n'aurais jamais pensé terminer dans l'alimentaire en faisant des études en informatique. Du coup, toujours dans le numérique, mais dans des postes à très haute responsabilité. Moi, je pense du coup que je resterai toujours dans le domaine du numérique et l'informatique, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, je ne sais pas, j'aime bien toucher à tout, donc j'espère que je pourrai faire plein de choses dans le domaine de l'informatique. Donc, on verra. Et en même temps, non, Si tu veux, on peut lui demander de sortir. non, vraiment, genre. Mais de toute façon, je sais que même dans ma boîte, je peux essayer de faire plein d'autres choses. Enfin, je ne suis pas limitée à mon poste. Toi aussi, tu rêves de lui prendre sa place ou pas? Non, directeur, non, par contre, non. Je trouve qu'il ne fait pas beaucoup d'informatique après. Donc, ça, c'est. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des questions à poser à notre groupe de professionnels? Oui, je vois madame qui lève la main. J'arrive, madame. Moi, j'aimerais bien en savoir plus sur le métier d'Amel. Alors du coup, je suis chef de projet, donc je pilote différents types de projets. Chez Lidl, on a deux sièges. On a un siège à Paris qui est plus orienté marketing et le siège à Strasbourg qui est le siège administratif et qui comporte tous les services de la DSI. Et du coup, moi, dans mon équipe, on s'occupe de tout ce qui est projet innovant à destination des magasins et tout l'aspect monétique encaissement. Du coup, on a différents types de projets. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de projets applicatifs. C'est pas mal d'applications qui sont utilisées en interne par les employés des supermarchés. Pas mal d'applications qui sont utilisées par les clients sans vraiment s'en rendre compte. Du coup, voilà, c'est tout ce qui touche vraiment des projets liés au magasin. Donc, nous, on tourne vraiment au rythme des magasins. On a nos projets à gérer durant la semaine, mais à tout moment, il peut y avoir un incident sur un magasin qui n'ouvre pas par rapport à un problème de monétique. Et on doit gérer ça en même temps. Et du coup, sinon, moi, mes journées classiques, c'est vraiment beaucoup de réunions, beaucoup de brainstorming, pas mal de réunions aussi avec l'étranger, comme on travaille beaucoup avec la maison mère en Allemagne chez Lidl. Et sinon, c'est beaucoup de tests, de contacts avec les développeurs, de spécifications à rédiger, de contacts clients avec d'autres services sur Paris. Du coup, j'ai pas vraiment, comme ce que disaient tout à l'heure les entrepreneuses de journée type, ça varie vraiment du jour au lendemain. Et ce que j'aime, en tout cas, moi, chez Lidl, c'est qu'on travaille au rythme des magasins, donc vraiment tous les jours en continu. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de temps mort ou
d'actions qui se répètent. Souvent, les chefs de projet, ça va être vraiment de faire des spécifications, de piloter un projet, de suivre son avancée, de faire ses tests. Là, on travaille avec des magasins, avec des clients qui touchent, entre guillemets, ce qu'on produit au sein de l'entreprise. Du coup, ça amène quelque chose de nouveau que je n'avais pas retrouvé dans d'autres entreprises et c'est ça que j'aime dans mon quotidien. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Je vois des mains timidement se lever, mais je vous ai vu. Alors, vous aviez aussi une question? Bonjour, j'avais une question. Est-ce que au sein de vos entreprises, vous avez vous sentez une fracture entre les seniors et les plus jeunes en termes de dynamisme? Est-ce que vous pouvez proposer facilement des projets? Je vais répondre comme j'ai encore le micro. Moi, personnellement, je ne la sens pas. J'ai l'impression qu'après aussi, c'est la dynamique de l'entreprise. On recrute énormément de jeunes et on est énormément de jeunes. Quand je dis jeunes, c'est sans vouloir stigmatiser, c'est vraiment toutes les personnes qui viennent de sortir d'études et qui ont en général un peu moins de 30 ans. On recrute énormément de jeunes et on est pour beaucoup à des postes à responsabilité. Du coup, je ne sens pas cette fracture. Je l'ai senti par contre quand j'étais en alternance chez General Electric Healthcare, où là, c'était vraiment des personnes qui étaient pour la plupart doctorantes, donc qui avaient une expérience assez conséquente. Et là, vraiment, je me sentais pas à ma place en tant que jeune. Mais en tout cas, aujourd'hui, chez Lidl, de mon côté, non. De mon côté non plus. Non, en fait, on n'a pas vraiment de vieux dans notre boîte. Genre, pour moi, vieux, c'est plus 50 plus. Donc, quoique. Non, du coup, non, même avec les seniors, les développeurs seniors, tout ça, je ressens pas de fracture. C'est limite, j'ai l'impression qu'ils sont plus jeunes que nous, en fait. Mais non, tout se passe bien en général. Il n'y a même pas de sentiment de fracture aussi, femme ou homme, donc c'est nickel. Moi, j'ai eu plusieurs propositions d'emploi et si j'ai choisi cette entreprise, justement, c'était par rapport aussi à l'équipe parce que ça compte énormément de se sentir bien dans une équipe. Et ce qui m'a séduite, c'est déjà, incroyablement, il y avait une parité déjà homme-femme. Maintenant, les limites, je crois, une femme de plus, donc c'est assez drôle des fois. Ça donne des situations cocasses. Et au niveau âge, c'est pareil, on a toute une fourchette d'âge, donc c'est complet sur plein de niveaux. C'est vraiment bien dispersé, bien réparti, et c'est ce qui m'a plu. Donc, du coup, chacun apporte aussi selon son expérience. Il y a aussi des reconvertis, il y a des profils linéaires, il y a un petit peu de tout. Et on peut aussi grimper dans l'entreprise, donc c'est ce qui m'intéresse aussi également. Merci. Il y a une question là-bas. J'arrive. Bonjour, donc merci déjà pour vos témoignages, c'était vraiment hyper intéressant. On a parlé des savoir-faire, on a parlé des expériences. Je voudrais savoir si vous avez remarqué des savoir-être qui sont intéressants à développer, enfin j'allais dire maîtriser, mais développer c'est peut-être mieux, dans vos métiers, dans vos activités. Donc les savoir-être, je pense, motivation, intelligence empathique, gestion du stress, voilà, tout ce genre de choses-là. Alors moi, personnellement, ce sont mes savoir-être qui m'ont sauvée, entre guillemets, dans ma carrière professionnelle. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus que c'est les compétences que j'ai le plus développées. J'ai quand même des savoir-faire, mais j'ai toujours misé sur mon savoir-être. Et c'est ce qui ressort en général de mes entretiens ou de ce que je fais au niveau de l'entreprise. On me dit que j'apporte une bonne cohésion dans l'équipe, que je vais être un élément moteur dans certaines équipes et j'ai toujours misé là-dessus. Et au final, c'est ce qui m'a aidé à du coup développer mes savoir-faire parce que du coup, en ayant cette appétence pour le relationnel, j'ai noué des liens assez forts avec mes camarades à l'école, avec mes collègues au travail. Et du coup, tout naturellement, on échange beaucoup plus sur nos compétences. Ils m'ont aidé à m'améliorer. Je les ai aidés à s'améliorer sur beaucoup d'autres choses. Et moi, pour ma part, c'est vraiment les savoir-être sur lesquels je mise plus que sur le savoir-faire. Je pense que de mon côté, en tant que dev, ce qui est important en savoir-être, c'est d'être bien à l'écoute. C'est vraiment important pour comprendre les autres
et en même temps pour aider aussi à se faire comprendre, parce que la communication est vraiment très importante dans les projets et dans l'échange entre dev ou entre dev et client, dev et chef de projet. C'est pour moi la principale compétence. Moi, je suis un petit peu d'accord avec ce que vous avez dit. Dans les entretiens, je n'étais pas la personne la plus technique, mais finalement, l'une des plus tenaces, c'est ce qui a séduit aussi mon employeur actuel, parce que j'étais partie de rien et après 19 mois, j'étais quand même capable de faire quelque chose. Et finalement, la technicité a été acquise après. Donc, je dirais ténacité, curiosité, tout ce qui est relationnel, autonome aussi. Il faut être capable de travailler tout seul, être autodidacte, mais il faut aussi être capable de travailler en équipe. Et je dirais aussi tout ce qui est capacité à résoudre des problèmes, la logique, des choses comme ça. Capacité rédactionnelle, parce qu'on a beaucoup de rapports à faire en IA, des analyses, donc ce genre de choses, et capacité aussi à faire de la recherche, parce que moi je suis en R&D, donc j'ai des veilles techniques à faire et des veilles contextuelles aussi. Donc, il y a un petit peu tout ça à la fois. Super, merci. Donc, il va être midi. On arrive à la fin de nos tables rondes. Je vous invite à applaudir. Et maintenant, je vous invite à vous applaudir. Allez-y, juste pour voir si vous applaudissez plus fort quand vous vous applaudissez vous-même. Bon ben, je vous remercie d'avoir participé à cette journée. Je remarque que l'atelier jeux vidéo apparemment est tellement bien que les gens y sont restés. Et je ne sais pas si Charline ou Liane, vous voulez dire un mot de conclusion ou quelqu'un? Et normalement, la matinée a été captée. Il sera disponible dans les semaines à venir sur le site. C'était du live ou c'était juste enregistré? Ah, très bien. Donc, ce sera. Vous pourrez tout retrouver. Et évidemment, on remercie chaleureusement le Shadok 25 Presqu'île André Malraux, 67 000 Strasbourg, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Coucou le Shadok.